Bienvenue dans Hackers, le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce au code, au freelancing et à l'entrepreneuriat. Je partage avec toi des conseils pour se lancer en freelance, des astuces pour apprendre à coder, des interviews de personnes inspirantes pour t'aider à atteindre tes objectifs de liberté. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Pour le coup, j'ai jamais fait de salariat. En fait, je suis passé freelance quand j'étais encore au lycée. Donc, j'ai commencé le dev vers le début de mes 15 ans. Ensuite, j'ai fait des petites missions comme ça. Et vers mes 16 ans, je me suis déclaré. Donc, je suis passé vraiment freelance. Et c'est là que j'ai vraiment un peu plus de missions. Et en fait, à peu près à la même tournure, disons qu'il y a 1 an et demi, quand j'ai arrêté tout ce qui était études, j'ai fait cette transition entre le freelance et l'entrepreneuriat. Donc maintenant, je fais... Dans cet épisode, j'invite Brian. Il a appris à coder vers l'âge de 15 ans en autodidacte au lycée. Il s'est ensuite lancé en freelance avant même d'être majeur. Il est entrepreneur. Il a commencé à vendre des formations sur Udemy. Il a maintenant une chaîne YouTube de presque 7000 abonnés, un profil de dev, de freelance, d'entrepreneur. Aujourd'hui, j'invite Brian de Dev Theory. C'est parti. Merci d'avoir accepté l'invitation sur ce podcast. Tu es le deuxième invité de ce nouveau format de podcast où j'invite des développeurs, des freelances et des entrepreneurs. Alors, le premier invité était un pur freelance nomade, mais toi, donc, tu es probablement le premier invité qui réunit un peu des trois, entrepreneur, freelance et nomade. Donc, je suis content de te voir sur ce podcast. Alors, bonjour Brian, comment ça va? Peux-tu te présenter et présenter ton activité pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Tout à fait bien, ça va très bien. Je te remercie de m'avoir invité sur ce podcast, bien entendu. Et effectivement, comme tu l'as dit, je réunis un peu tous ces domaines. Donc moi, en gros, actuellement, ce que je fais principalement, c'est la gestion de mon projet qui s'appelle Dev Theory. Donc c'est une sorte de communauté où je vais partager mes connaissances à travers une chaîne YouTube, des cours, et également un Discord. Donc c'est ça un peu Dev Theory. Mais à la base, j'étais freelance. Et donc ensuite, j'ai petit à petit migré vers ce côté entrepreneuriat via Dev Theory. Et en même temps que cette migration-là, j'ai fait ce côté nomade également. Je suis parti en Amérique du Nord quelques mois et ensuite je suis parti en Asie également pendant quasiment 1 an. Et là, depuis peu, je suis de retour en France. Mais voilà un peu comment me décrire pour l'instant. Ok, super. Alors, avant de rentrer dans la partie entrepreneuriat, moi, j'aimerais bien découvrir un peu ton parcours, peut-être tes formations. Alors, t'as quoi comme formation à la base? Est-ce que tu sors d'une école ou tu as été autodidacte ou c'est quoi en fait ton parcours, on va dire, de développeur? Alors pour le coup, moi j'ai été quasiment totalement autodidacte. En fait, après le bac, je suis allé dans une école d'informatique et Yes. j'y suis resté 1 an et demi, car en fait, elle apprenait peu de choses, ou du moins elle apprenait pas mal de choses, mais ce qu'elle m'apprenait, moi, j'avais déjà connu ça à travers donc le fait d'être autodidacte sur le web. Donc à travers toutes les formations, que ce soit Site du Zéro, maintenant Open Classroom, Graphic Art, YouTube, bref, plein de formations. J'avais déjà suivi pas mal de choses quand j'étais au lycée, parce que c'est vraiment au lycée que j'ai commencé le dev. Et donc, en arrivant dans cette école-là, je m'étais dit que c'était une bonne idée pour perfectionner encore plus tout ça. Mais finalement, ça n'a pas été ce que j'ai pensé. Et donc, j'ai arrêté tout simplement les études au bout d'1 an et demi pour me consacrer totalement à mes propres projets. Donc, j'ai aucune vraie formation. Je suis autodidacte, mais comme on le sait un peu tous, vraiment sur le web, c'est surtout l'expérience qui compte, ce qu'on a fait, tout ça. Et donc c'est un bon métier pour être autodidacte. Ok, super. Et sans indiscrétion, c'est quoi comme école? C'est une école connue Alors, ou c'était une école... voilà. Ouais. Je ne sais pas si elle est connue, mais ça s'appelle Innov, anciennement IngeSup, et c'est donc une école privée d'informatique. Et Ok, j'étais à Bordeaux quand j'ai fait ok. cette année et demie. Super. Et dans cette formation, est-ce que tu as abordé par exemple, parce que toi tu es quand même spécialisé, j'ai regardé ta chaîne, tu es très niché, enfin très, très spécialisé on va dire sur du JS, JavaScript, tu rentres vraiment dans les détails de plein Tout à de fait. sujets super intéressants. D'ailleurs j'invite les gens à te retrouver sur ta chaîne qui est donc Dev Theory, hein, si je me trompe Tout pas. à fait, ouais, avec un Y. Ok, super. Et du coup, le JavaScript est venu dans l'information ou c'est venu après? C'est venu comment en fait? Et pourquoi aussi JavaScript? Je mélange un peu deux questions, mais Ouais. voilà. Pour le coup, JavaScript, j'ai une relation assez spéciale avec ce langage.
parce que c'est un peu le seul langage que j'ai pas appris à travers un vrai cours en ligne. Donc, pour le coup, donc j'ai fait des cours en ligne pour du HTML, CSS, pour du PHP, pour du SQL, tout ça. J'ai vraiment suivi des cours et puis après, j'ai perfectionné. Et le JavaScript, en fait, je n'ai jamais vraiment suivi un cours dessus. Ça a été sur le tas. Tiens, j'avais besoin de ça, je vais voir comment on fait. Ok, on fait comme ça, je le développe. C'était vraiment sur le tas où j'accumulais un peu les compétences. Et puis petit à petit, eh bien, le JavaScript, c'est vraiment fait une place assez grande sur le web parce qu'on va pouvoir tout faire avec. Et donc, j'ai commencé à beaucoup plus me renseigner dedans pour pouvoir justement tout faire avec un seul langage, donc une sorte de full stack JS. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et maintenant, j'essaye de retransmettre un peu ce que je sais donc sur le JavaScript et tout en continuant d'apprendre parce qu'il y a toujours des choses à apprendre en JavaScript, c'est fou. Et ça, c'était à peu près il y a combien de temps maintenant? Si on devait à peu près qualifier ton expérience en tant que développeur Ouais, JavaScript, ouais. on va l'appeler développeur full stack JavaScript, t'aurais combien de temps à peu près? Je pense que, disons que j'ai commencé à toucher au JavaScript il y a 5 ans, mais donc j'ai vraiment fait une tournure il y a 2 ans vers du quasiment full JavaScript, quoi. Ok, C'est plutôt ces super. échelles-là. Et t'as rapidement pu trouver des missions freelance. Alors, petite question aussi, est-ce que t'es passé par la case salariat, CDI, tout ça, ou t'es directement passé en freelance? Parce que tu nous as dit au début que t'étais freelance aussi, enfin que t'es passé par la case freelance. Tout à fait. Pour le coup, non, j'ai jamais fait de salariat. En fait, je suis passé freelance quand j'étais encore au lycée. Donc, j'ai commencé le dev vers le début de mes 15 ans. Ensuite, j'ai fait des petites missions comme ça, comme ça. Et vers mes 16 ans, je me suis déclaré. Donc, je suis passé vraiment freelance. Et c'est là que j'ai vraiment un peu plus de missions. Et en fait, à peu près à la même tournure, disons qu'il y a 1 an et demi, quand j'ai arrêté tout ce qui était études, eh bien, j'ai fait cette transition entre le freelance et l'entrepreneuriat. Donc maintenant, je fais très très peu de choses en freelance. C'est uniquement des projets qui m'intéressent vraiment ou dans lesquels je participe même. Et avant, j'en faisais beaucoup, mais vraiment maintenant, c'est plus trop le cas. D'accord. Et tu as commencé par quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui sont dans ma communauté qui sont intéressés par le freelancing, qui sont intéressés par les démarrages, les premières missions, comment ça se passe, etc. Tu as trouvé tes premières missions freelance tôt ou comment ça s'est passé? Et puisque tu disais que tu as fait un virage JavaScript il y a à peu près 2 ans, mais au début, est-ce que tu avais assez de compétences à vendre en freelance ou comment ça s'est fait en fait? Ou Eh ben, c'était... euh, en fait, c'était quand j'étais au lycée, donc il y avait un ami qui nous avait parlé d'un petit site qui était spécialisé très niché sur Minecraft. Et en fait, ce site-là, il s'appelait Pixel Ads. Et c'était un site où tu pouvais mettre tes compétences, en fait. Et donc, c'était vraiment tout lié à Minecraft. Et donc, moi, je disais, je peux faire votre site de votre serveur Minecraft, en fait. Et donc, les gens venaient. Et puis, ils me disaient, bon, je veux bien faire ça, faire ça. Et donc, j'ai fait quelques sites Minecraft au départ. Et puis, quand j'ai vu que ça marchait un peu mieux, eh bien, et que après, je me suis déclaré, eh bien, je suis passé vers Upwork, tout simplement. C'est vraiment la première plateforme où je suis allé, donc maintenant qui s'appelle Malte. Et Upwork, en décrivant tout ce que j'avais fait, mon expérience, eh bien, il y a pas mal de gens qui ont contacté mon profil, et c'est comme ça que j'ai eu vraiment des missions. Donc, j'ai eu la chance de passer par quelque chose de très, très niché au départ pour me perfectionner, avoir un peu d'expérience, et après arriver sur une vraie plateforme de freelance et pouvoir dire, voilà ce que je sais faire, voilà ce que j'ai fait, et puis voilà. Super. Et est-ce que t'as ensuite spécialisé, enfin, tu t'es spécialisé ensuite dans un domaine, par exemple banque, finance, assurance, etc. ou t'es resté Pas vraiment, non. Je suis resté assez global, même si vers la fin, je commençais à me spécialiser vers de l'intégration en JavaScript. Donc, en fait, j'intégrais des systèmes JS dans des sites déjà existants, ou alors j'en optimisais, ou alors je résolvais quelques bugs de JS. Vers la fin, c'était plutôt ça. Mais sinon, à la base, c'était très large et c'était vraiment HTML, CSS, PHP, SQL. C'était la stack que j'avais au départ. Donc, c'était surtout sur ça que j'avais fait pas mal de missions. T'as fait un peu aussi d'intégration, un peu ou de site WordPress, etc. Je sais qu'il y a beaucoup quand on commence par là un peu le fait de faire des sites Mm. WordPress. T'es passé par cette case-là ou même pas? Jamais, jamais. Jamais. D'accord. J'ai jamais fait de CMS. J'en ai fait un jour, j'ai eu peut-être une seule mission de CMS et c'était un PrestaShop parce que c'était un peu trop, le budget était trop bas pour pouvoir tout faire et vraiment une boutique, ça met très longtemps. Donc du PrestaShop, ça vaut le coup pour ce cas-là. Mais sinon, dans WordPress, j'ai jamais fait. Mais ouais, j'ai toujours quasiment tout fait à partir d'un template de base ou alors même moi qui créais le template. C'était vraiment très à la main quoi au début. D'accord, super. Et sans indiscrétion, t'as commencé à combien sur le TJM? Je sais que ça va intéresser ma communauté, c'est à combien on démarre, etc. Et à J'ai, combien j'ai, jusqu'à où t'as pu ouais. monter? J'ai commencé vers 300
Ouais, dès le départ. Et après, je suis monté je crois que vers du 500, 600. C'était d'accord. vers quoi je me suis arrêté. Ouais. Ok, super. Et ça marchait, Et ça marchait bien. et et Au et début, je t'étais m'étais mis ouais, vraiment, ouais, dis-moi. excuse-moi, au début, je m'étais Vas-y. mis vraiment assez bas parce que quand au départ, je suis arrivé donc sur Upwork, j'ai regardé un peu les prix qu'il y avait et je me suis dit, bon, bah, je vais mettre un peu en dessous. Tu vois, je t'ai dit 300. Ça se trouve, j'ai peut-être fait un 250 au départ, je sais même plus. Mais ouais, je m'étais mis plus bas pour être sûr d'avoir l'émission et après, j'ai monté petit à petit, quoi, comme tout le monde. Ok. Et t'es resté sur des missions longues ou des missions courtes? T'as eu un peu des deux. Comment ça s'est passé en termes de missions? C'était des missions de quelle durée en moyenne? Pour le coup, c'était plutôt des missions assez longues. On me contactait pour la création vraiment d'un site web de A à Z, quoi. Donc, Mhm. le temps moyen par mission, je dirais que ça aurait été peut-être du 2 semaines, voire un peu plus des fois. Donc, j'étais plutôt sur des missions longues. Ouais. D'accord, ok. Et ensuite, donc, tu as décidé de basculer vers l'entrepreneuriat. Alors, pourquoi l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie d'aller vers l'entrepreneuriat? Alors, moi, c'est un peu pour ça aussi que que j'ai voulu t'interviewer sur ce podcast, parce que moi, je pense qu'on a un problème, les développeurs, c'est qu'on est tu sais, très concentré, on va dire, sur notre partie technique, on est à fond dedans, et je pense que c'est important d'être à fond dedans bah, voilà, pour monter en compétences, etc. Mais parfois, on oublie un peu l'entrepreneuriat, on oublie qu'on est freelance, on oublie qu'il faut savoir se vendre, on oublie que voilà, il y a même des personnes qui lancent peut-être des plateformes, etc., et qui ont du mal comme ça à prendre le sujet entrepreneuriat par les cornes. Et toi, tu as fait ça. Et pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir vers l'aventure entrepreneuriale? Eh bien, je pense que pour ça, il faut remonter un peu. Et comme tu parlais tout à l'heure du salariat, eh bien, tu vois, j'ai jamais fait de salariat, entre guillemets, volontairement, parce que j'ai jamais vraiment voulu avoir un patron, être employé, tout ça. Donc, assez tôt, je me suis formé et j'ai réussi donc à être freelance. Et petit à petit, en étant freelance, je me suis rendu compte que bah, finalement, c'est un peu la même relation. C'est un peu le client qui est ton patron. Et je me disais, oh, c'est un peu la même relation que du salariat finalement. Et du coup, ça me convenait de moins en moins. Et j'ai vu donc l'entrepreneuriat comme vraiment quelque chose qui allait résoudre ce problème-là. Ce problème, c'est vraiment un problème pas ouf, hein, mais c'est ce que j'avais envie. Et, euh, et donc, comment je suis vraiment entré dans le salariat? Eh bien, c'est à travers un ami à moi, un très bon ami à moi qui s'appelle Axel Paris. Eh bien, Axel, en fait, il faisait des formations sur Udemy. Donc, il faisait des formations de design à cette époque-là. Et je voyais donc qu'en créant donc des cours en ligne, en les mettant sur Udemy, eh bien, il avait des ventes et donc il avait de manière récurrente, de manière passive, de l'argent. Et je me disais, mais ouais, c'est fou, tu crées une seule fois quelque chose, et puis après, les gens en bénéficient, ont des compétences en plus, et toi, à côté, tu gagnes de l'argent. C'est vraiment hyper cool. Et donc, je me suis décidé de créer un cours sur le SQL, qui est le premier cours que j'ai fait sur Udemy. Je crois qu'il est sorti en 2017, janvier ou février 2017, je crois. Et c'était très long à le faire. J'ai vraiment procrastiné longtemps parce que c'est vraiment le premier produit digital que tu postes sur le web. Donc, tu as envie que ce soit parfait. Et finalement, dans tous les cas, ce ne sera pas parfait. Et surtout quand je le regarde à ce moment-là, c'est vraiment pas parfait du tout. Mais ouais, j'ai quand même fini par le mettre sur la plateforme. Et ça a marché. Disons que j'avais aucune audience. Et puisque Udemy auto-promeut tous les cours, eh bien, ça a marché. Et j'ai pu avoir donc ce début de revenu passif grâce à un cours en ligne. Et c'était vraiment là que ça a commencé. Et sans indiscrétion, donc le cours sur Udemy, il se vendait à peu près à quel tarif? Il est toujours, j'imagine, peut-être qu'on peut le consulter ou pas? Oui, c'est Tout à toujours fait. là. Il y a toujours le cours SQL. Et au départ, bah, c'était comme Udemy, comme on le sait, c'est des prix qui sont très bas parce que ça joue vraiment sur la masse. Donc, c'était du 10 euros à peu près qui se vendait en moyenne, même si dans les faits, on touche 50% parce que Udemy prend sa marge. Maintenant, de nos jours, Udemy commence vraiment à monter pas mal les prix. Donc, maintenant, il peut se vendre autour des 30 euros peut-être en moyenne, Mais parce que ça va toujours d'accord. dépendre. Mais Et donc, voilà. ouais. Mais le tarif, sur Udemy. Alors moi, j'utilise pas du tout cette plateforme parce que j'ai un Ouais. peu envie d'être libre par rapport aux plateformes. Mais après, chacun son business model. Donc du coup, je ne connais pas trop Udemy. Mais concernant les prix, est-ce que en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur de formation, je veux dire en tant que formateur, est-ce que tu as la main sur les prix ou
ou c'est Udemy? Tu dis Tout à Udemy a fait. augmenté les prix. Je veux dire, Udemy a augmenté peut-être la part comment dire, qui est rétribuée aux créateurs, c'est ça que tu veux dire? C'est pas tellement ça parce qu'en fait, si tu veux, sur Udemy, donc quand on poste un cours, on a le choix d'accepter ou non les promotions d'Udemy, donc les promotions Ah oui, les automatiques d'Udemy. promotions, d'accord. C'est ça. Et donc, en fait, quand je dis qu'ils ont augmenté les prix, c'est qu'en fait, ils ont simplement réduit les promotions. Donc, ils ont réduit le pourcentage de promotions qu'ils faisaient. Vraiment, Udemy, au départ, ça se basait sur le cours est à 150 euros, exceptionnellement, il est à 10 euros aujourd'hui. Donc, prenez-le, prenez-le, prenez-le. C'était ça, en fait, pendant pas mal de temps. Et donc, nous, on fixait seulement ce prix de départ-là. Ce prix maximum, ce prix plafond, en fait, qu'on pouvait fixer. Et c'est par palier de 10, donc 10, 20, 30, jusqu'à 200. Donc, c'est ça les prix sur Udemy. Et derrière, au niveau des marges, ce qu'on touche, donc, c'est 50% du prix si la personne a trouvé le cours depuis Udemy. En fait. Donc, s'il a tapé SQL ou Node.js et qu'il tombe sur mon cours, eh bien, Udemy va me retoucher 50%. Après, si j'ai ma propre audience, je peux créer mon propre coupon, donner le lien avec le coupon à mon audience, et là, je toucherai 100% quasiment du prix. Donc, il y a plusieurs moyens de se faire de l'argent sur Udemy, mais si tu es sur Udemy de base, il vaut mieux activer la promotion parce qu'en fait, sinon ton cours ne sera vraiment pas promu par Udemy. Disons que un mec qui va taper SQL, Node.js, Vue.js dans la barre de recherche, eh ben, il va voir ton cours à 199 euros et à côté quasiment un cours similaire à 15 euros. Donc la différence est folle et ça vaut pas vraiment le coup. C'est pour ça que si on a sa propre plateforme, là, on peut faire des prix plus élevés et donc des formations qui sont plus qualitatives. Mais si on est sur Udemy, alors il faut jouer les règles d'Udemy. Ok, donc tu conseillerais par exemple à un développeur qui a envie ou peu importe, quelqu'un qui aura envie de lancer des formations, qui n'a pas d'audience finalement, d'aller sur Udemy, d'accepter un peu leurs conditions de promotion et puis d'aller là-dessus. Ok, Tout à fait. super. Mais pour le coup, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, eh ben en fait, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'avais zéro audience. Udemy, grâce au cours en ligne que je faisais, me crée cette audience-là. Et après, j'ai réussi à transférer cette audience-là sur YouTube, puisqu'en fait, tu peux que transférer vers des produits. Enfin, tu peux envoyer des mails, mais c'est des annonces. Et tu peux que envoyer soit des annonces par rapport à tes autres cours, ou soit par rapport à des produits gratuits où tu mets même pas ton mail. Donc, comme une chaîne YouTube. Et donc, j'ai réussi à transférer cette audience-là vers ma chaîne YouTube. Et après, à partir de la chaîne YouTube, j'ai pu développer ma propre plateforme avec donc mes cours plus personnalisés de JavaScript. Voilà ce que je fais. Ok. Et donc, si je comprends bien, tu n'as pas, un peu comme Amazon, quand tu es revendeur sur Amazon, on va dire que Amazon te donne pas les emails des clients. Sur Udemy, tu as accès aux emails des clients ou pas pour les contacter en direct ou si c'est des emails masqués un peu Alors ouais, on n'a pas du tout accès aux emails des clients. Il est même interdit de demander l'email d'un client. Et donc en fait, tout ce qu'on a accès, c'est leur propre système interne de messages. Donc c'est le système d'annonces à travers soit des annonces promotionnelles, soit des annonces pédagogiques. Et donc promotionnelles, c'est pour promouvoir des cours, uniquement les nôtres. Et pédagogique, c'est pour promouvoir donc n'importe quelle ressource ou dire une nouvelle section est sortie sur ce cours-là, allez la voir, tout ça, tout ça. D'accord. Mais toi, tu as utilisé donc ce système d'emailing pour Tout à amener fait. les gens à te découvrir sur ta chaîne Ouais, YouTube. Ok, exactement. super. Et ça, c'était à peu près, donc tu me disais en 2017. Ça a mis combien de temps avant que ça décolle? Tu me disais sur Udemy, ça a été assez rapide finalement. Et après, tu as créé ta chaîne YouTube par la suite et tu as senti cette traction comme ça qui venait de Udemy ou tu as senti que Alors, qu'est-ce qui a fait le plus de traction sur ta chaîne YouTube qui atteint maintenant quasiment les 7000 abonnés si je me trompe pas? tout à fait. Eh bien, en fait, du coup, la chance d'avoir Udemy pour une chaîne YouTube, c'est que ça va pouvoir vraiment booster le départ en fait de la chaîne YouTube. Donc, disons que j'ai très rapidement atteint, parce qu'à cette époque-là, DevTheory, j'étais pas seul, j'étais justement avec celui que j'avais évoqué plus tôt, Axel Paris, qui était également dans le projet. Donc, on était deux à suivre DevTheory. Puis, un peu après, j'ai repris le projet tout seul. Et donc, au départ, on avait notre propre audience Udemy qui venait sur la chaîne YouTube et on est passé très vite aux 100, 200, 500 abonnés. Et donc, ça, c'était vraiment un coup de boost énorme parce que cette première phase sur YouTube là où tu n'as aucun abonné, où personne te connaît, c'est généralement la plus longue. Donc, passer de 0 à 100, ça peut être très très long si tu n'as aucune audience. Et donc, grâce à Udemy, tu peux avoir ce boost là et vraiment, ça m'a servi pour ce boost là Udemy.
Maintenant, il me sert moins. Pour être honnête, c'est vraiment YouTube lui-même, à travers les recommandations, qui fait le travail pour que les gens me découvrent et éventuellement m'apprécient, j'espère. Mais j'ai quand même toujours de côté un petit programme qui tourne et qui va envoyer une annonce automatiquement tous les mois pour toutes les nouvelles personnes sur Udemy de mon audience pour leur promouvoir la chaîne YouTube. Mais en vrai, ça représente très peu de choses par rapport à l'évolution de ma chaîne YouTube actuellement. Alors, est-ce que tu t'es formé sur les formations? Tu t'es auto-formé ou est-ce que tu as suivi des formations justement pour apprendre à créer des produits et les mettre en ligne ou tu l'as fait un peu comme ça sur le tas? Alors, au départ, j'avais pas suivi de formation parce que justement, j'étais arrivé en tant que particulier sur Udemy et donc tu crées ton contenu. Enfin, tu crées ton contenu. J'ai eu la chance donc de savoir comment créer du contenu puisque j'en avais déjà consommé pas mal en fait. Donc, je savais après qu'il fallait juste enregistrer son écran, bien parler, etc. Ne pas être ennuyant. Et puis c'était parti. Donc, les premiers cours Udemy, ils marchaient comme ça. Et Donc à la base, tu es un consommateur régulier de formation sur Udemy. Donc c'est comme ça un peu que tu as pu comprendre tout à comment fait. fonctionnent les formations. Ah Ok. oui, je suis beaucoup de cours, que ce soit sur Udemy, en vidéo ou alors même en écrit. Moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup même les documentations, les trucs que les gens font peu. Par exemple, la documentation de TypeScript, la documentation de Vue.js. Moi, je vais tout lire et après, je vais éventuellement suivre un cours si je sens qu'il va y avoir des choses intéressantes dedans. Mais ouais, j'apprends pas mal et donc je savais un peu les structures qui pouvaient faire en sorte que les gens pouvaient apprendre par moi en fait. Et c'est grâce à ça donc que j'ai pu dès le départ créer du contenu qui était finalement assez concerné, enfin qui visait bien les gens quoi. D'accord. Ok. Et donc, tu t'es en termes on va dire de marketing, en termes enfin maintenant ton business model, on va dire que tu fais de l'acquisition. Au début, tu as commencé un peu par Udemy, maintenant c'est acquisition sur YouTube. Tu as un tunnel de vente. Comment ça se passe? Tu récupères d'abord les emails, ensuite tu fais des promotions régulières. C'est quoi ton business model autour de la vente de formation? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Donc actuellement, en fait, donc je vais créer de manière assez régulière des vidéos sur YouTube, au moins une par semaine. J'essaye, des fois plus, mais au moins une par semaine. Ouais, j'ai vu Et que tu avais donc, ouais. j'ai vu que tu avais une bonne régularité sur ta chaîne YouTube, quasiment depuis le début. Tu as toujours une vidéo par semaine, ce qui est bien, Ouais. j'ai envie de dire. Et puis j'essaie de faire des vidéos assez courtes, comme moi, ça me prend pas de temps, mais également, ça va prendre beaucoup de temps à ceux qui regardent, parce que généralement, les vidéos de dev, c'est du 40 minutes, 1 heure, donc j'étais en mode, est-ce que vraiment j'ai le temps pour faire ça? Donc je préfère faire des choses plus courtes, comme ça, les gens, ils ont leur info qu'ils cherchaient, et après, c'est bon, ils ont un petit peu, ils se sont un petit peu améliorés, donc c'est vraiment super. Et donc à la fin justement de chacune de ces vidéos, eh bien, je vais promouvoir un produit privé. Donc, quand je dis privé, c'est en fait qu'il faut mettre son mail pour accéder au contenu. Et donc, selon le thème de la vidéo, eh bien, je vais promouvoir ce produit-là, cette astuce sur VS Code, ou alors démystifier le JavaScript à travers cette notion importante, des choses comme ça selon le sujet de la vidéo. Et donc après, une fois qu'ils sont dans ma mailing list, eh bien, je vais pouvoir leur envoyer certains mails par rapport aux cours et aux produits donc, que j'ai dans mon catalogue, tout simplement. Ok, super. Et est-ce que tu as défini un peu on va dire ton avatar, ton client cible? Ton client cible, ça a l'air quand même d'être un développeur qui est débutant, mais qui est quand même un peu plus expérimenté que la moyenne. Comment tu situerais, toi, ton avatar, ton client cible? Eh bien, oui, mon client cible, c'est bien ça. C'est un développeur JavaScript qui n'est pas forcément débutant parce Ouais. que justement, je trouvais, quand j'ai repris vraiment DevTheory, je trouvais qu'il y avait trop de cours trop de vidéos sur vraiment les bases du JavaScript et que des développeurs, des freelances qui utilisent JavaScript tous les jours, alors c'est pas ça du tout qui les intéresse. Ce qui intéresse, c'est la veille technologique, c'est aller plus en profondeur dans certains domaines. Et ça, en fait, eh bien, je ne le trouvais pas sur YouTube. Et donc, je me suis dit, eh bien, allons-y. Allons-y, et ceux que je vais viser, c'est ces gens-là. C'est ces freelances, ces étudiants qui savent déjà développer en JavaScript et qui veulent tout simplement rester à un bon niveau ou vraiment améliorer, aller en profondeur dans leur développement. Et donc, c'était vraiment ça l'avatar cible. Et je pense avoir réussi, car quand je regarde un peu les statistiques de YouTube au niveau de mon audience, eh bien, c'est principalement des gens qui sont entre 20 et 30 ans en fait. Donc c'est pas forcément des débutants, ça peut être des débutants bien sûr parce que tout le monde se reconvertit, tout le monde peut se reconvertir, mais généralement voilà, c'est pas des étudiants, c'est pas des débutants en JavaScript. Donc je suis content de ça et même à travers les commentaires YouTube, je vois qu'il y en a certains, ils sont limite plus compétents que moi, hein. Ça c'est sûr et donc je suis content de Et, ça.
Et c'est bien, c'est vrai, et c'est vrai que c'est pas facile en fait de faire du contenu parce que pour avoir testé un peu différents types de contenu aussi de mon côté, dès que tu atteins en fait du contenu qui passe à un niveau un peu supérieur, comme le tien d'ailleurs, qui est très qualitatif, on voit que c'est sur du dev un peu plus avancé, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile en fait d'acquérir de l'audience. Alors certes, elle sera plus nichée, mais ça sera plus difficile. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que pour Oui, toi, oui. Je pense également que c'est plus difficile d'avoir de l'audience là-dessus. Mais ça, si tu veux, je le savais et je le vois à travers les vidéos que je peux faire. Quand je fais des vidéos un peu plus tout public, il y a tout de suite beaucoup plus de vues, beaucoup plus de réactions. Mais en fait, c'est pas ça qui va m'intéresser justement parce que c'est pas l'audience que je vise. Donc généralement, les vidéos un peu plus tout public, eh bien, soit j'essaye de faire une partie où j'entre vraiment en profondeur parce que je sais que mon audience, eh bien, c'est ça qu'elle recherche, ou généralement, eh bien, je ne fais même pas de vidéos un peu plus tout public ou débutant JavaScript. Mais bien évidemment, ça va être beaucoup plus simple de faire des vues avec ce genre de vidéos. Et parce que ce n'est pas mon avatar cible, je ne vais pas faire ce genre de vidéo tout simplement. Ok, bah je pense que tu as très bien compris le système YouTube. C'est vrai que quand on se lance sur YouTube, comme un peu tout le monde, on a envie d'avoir des vues, on a envie d'avoir une chaîne qui se développe, etc. Et c'est vrai qu'on peut vite tomber dans ce travers, j'ai envie de dire, de faire des vidéos finalement grand public pour avoir des likes. Mais les likes et les vues et le nombre d'abonnés, c'est pas forcément ce qui fait tourner un business. Et je pense que tu as bien fait justement de te nicher sur ça. J'avais une autre question. Tu fais un peu de veille techno ou comment en fait tu trouves tes sujets de vidéo? Comment ça se passe? Alors oui, moi je fais beaucoup de veille techno. Je suis abonné à pas mal de newsletters autour du JavaScript. Pour ceux qui sont intéressés, JavaScript Weekly, Node.js Weekly, toutes ces newsletters-là, elles sont vraiment, c'est les essentiels pour la veille techno en JavaScript. Après, je suis également pas mal de comptes Twitter, hein. Tous les comptes Twitter, déjà des gros frameworks, des grosses librairies, mais également pas mal les développeurs de ces gens-là, les maintainers. Ils vont parler de choses très intéressantes, des choses qui arriveront après. Par exemple, là, très récemment, j'ai vu une nouvelle API pour la gestion des cookies au sein des navigateurs et ne plus gérer le document.cookie qui était vraiment nul. Et ça, c'est une API qui arrivera, qui sera démocratisée dans probablement 1 ou 2 ans, mais elle existe déjà, elle est déjà toute faite. Et donc, j'en parle déjà parce que c'est quelque chose de super intéressant, quoi. Et donc ouais, la veille techno, je la fais pas mal à travers les newsletters, à travers Twitter, et des fois quelques articles de blog que je peux trouver par-ci par-là. Ok. Et t'es venu rapidement à la vidéo. T'as toujours été à l'aise en public. T'es plutôt quel type de profil? Introverti. Alors on sait que souvent les développeurs sont plutôt introvertis, mais bon, après faut pas faire des généralités. Toi, YouTube, les vidéos, c'est venu assez naturellement ou tu t'es dit que je suis obligé de passer par là parce que bah voilà, je fais des formations, donc forcément, je suis obligé de montrer ma tête. Alors effectivement, je suis plutôt introverti dans la vie de tous les jours, mais pour le coup, les vidéos, ça m'a toujours plu parce que j'ai trouvé ça beaucoup plus humain. Donc pour le coup, parce que je lis des documentations, je vois bien que suivre un cours, eh bien, c'est plus intéressant parce que justement, il va y avoir ce côté humain là. En particulier, quand dans le cours, il y a bien sûr la tête, une petite partie webcam, quoi, où on voit la personne. Et donc, ce côté-là plus humain, je l'ai toujours apprécié quand j'ai suivi des cours en ligne, des formations en ligne. Et donc, j'ai pas trop pensé au fait de ne pas faire de vidéo, si tu veux. J'ai tout de suite migré là-dessus parce que c'était vraiment ce que moi j'appréciais également et ce que je savais faire parce que je savais créer des vidéos, quoi. Donc je suis direct allé là-dessus. Et puis voilà, au départ, bien sûr, tu parles pas forcément très bien, tu dis beaucoup de tu ne sais vraiment pas trop quoi dire, mais finalement, petit à petit, eh ben, tu es plus à l'aise et les gens le ressentent, et puis c'est une meilleure qualité, et c'est super. Franchement, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et t'as pas eu on va dire, t'as pas eu de problème, on va dire, technique dès le départ sur, je sais pas, enfin, t'as tout de suite su prendre les logiciels de montage, ça va, enfin, t'as été assez à l'aise avec ça, tu t'es formé peut-être, comment t'as fait pour monter en compétence là-dessus? Ça, c'était quand j'étais au collège. Je faisais quelques vidéos pour le collège justement parce que je faisais partie d'un club journal. Et donc dans ce club journal, eh bien j'étais celui qui s'occupait de faire de montage, des vidéos, etc. Donc c'est vraiment à ce moment-là que j'ai appris sur le tas. Encore une fois, à cette époque-là, je suivais pas de cours en ligne. C'est sur le tas où j'ai appris comment me servir d'Adobe Premiere, comment bien tourner une vidéo,
vidéo, la mettre, le montage, l'exportation, tout ça. C'était vraiment les basiques. Et en réalité, aujourd'hui, si on regarde mes vidéos YouTube, on voit que j'utilise toujours les basiques. Je fais pas des gros montages, je fais pas une formation une vidéo avec beaucoup de cuts ou quoi que ce soit. C'est toujours assez naturel. Il y a quelques transitions, une intro, une outro, mais finalement, c'est tout. J'ai gardé ce niveau assez basique en termes de montage. Également, ça crée des vidéos qui sont naturelles. Et donc, je trouve ça également intéressant. C'est vrai que tu fais, je regardais une de tes vidéos là, et je trouve que c'est vrai que tu fais très peu de jump cut là, tu sais, le fait de couper. Moi, Oui. parfois je trouve que j'en fais parfois un peu trop parce que tu vois, parfois je me perds, parfois j'ai 10 000 idées qui me traversent la tête et je pars dans tous les sens. Donc je reprends mes phrases et tout. Et c'est vrai que je pense que toi, moi je trouve que c'est vraiment cool que tu arrives comme ça à enchaîner. T'en fais un petit peu, mais ça reste léger si je me trompe pas. Cool. Tout à fait. Et à un moment, t'avais travaillé avec, et moi, c'est comme ça que je t'ai connu avec Shubham sur ta chaîne. Alors, Oui. toi, t'es quelqu'un qui a tendance alors, je vais un peu vite avec Shubham Sharma d'ailleurs, qui est passé, j'avais fait une vidéo avec lui sur un sujet de no code, pour les personnes qui sont intéressées. T'es plutôt quelqu'un qui travaille tout seul. Alors, moi, je sais que, à titre personnel, je suis assez solitaire. J'aime bien être un peu dans mon coin. Toi, comment ça se passe? Je vois que tu as travaillé avec Axel Paris, tu me disais. Ensuite, tu as testé un peu. Voilà, qu'est-ce que tu en penses des partenariats, des collègues, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ce qui est toujours intéressant, c'est de tester en fait. Tu vois, Shubham, il m'avait contacté tout simplement pour me demander quelques conseils par rapport donc à YouTube parce qu'il voulait relancer sa chaîne YouTube. Et donc j'ai profité de cette occasion-là pour lui proposer de rejoindre DevTheory un temps, voir ce qui se passe et donc tester une sorte de partenariat sur DevTheory parce que je savais que c'était quelqu'un de très compétent en fait. Shubham, c'est vraiment quelqu'un qui sait de quoi il parle et donc je me suis dit, il pourrait apporter à cette audience-là. Et donc, pour reparler d'ailleurs de l'avatar cible, il m'avait posé des questions. Est-ce que je peux faire ce type de vidéo-là et généralement, enfin pas généralement, mais au départ, donc je lui avais dit, c'est pas trop ça l'audience de DevTheory, il vaut mieux avoir un niveau un peu plus avancé, c'est pas trop cette audience-là que je recherche. Et donc, en parlant, eh bien, on a trouvé tous les deux des sujets qui étaient intéressants, que lui il aimait, que l'audience allait pouvoir aimer. Et donc, on a fait quelques vidéos. Il a contribué à DevTheory et il m'a beaucoup aidé parce qu'en plus, il est également très bon sur le marketing. Sur le marketing, Shubham, c'est quelqu'un de très bon. Et donc, il m'a également aidé à restructurer un peu le projet DevTheory. Donc, au niveau du travail en groupe, moi, je suis vraiment totalement pour, car je trouve que ça va toujours t'apporter, et même si c'est sur un court terme, comme Shubham, parce que ça va toujours t'apporter quelque chose en plus. Tu vas bénéficier de la connaissance des autres, même si tu vas pas rester avec ces gens-là sur un long terme, et ben vraiment, c'est toujours un plus, c'est toujours un bénéfice d'avoir ce retour des autres, d'avoir une autre vision interne de ton projet. Et donc, je suis totalement pour un travail en groupe. Et après, au niveau du travail que moi, je vais faire, eh bien, je le fais aussi bien que je sois solitaire ou à plusieurs. Donc là-dessus, ça me dérange pas de changer en fait à chaque fois. Ok, super. En termes maintenant tu vis maintenant à 100% de ton activité de vente de formation ou tu es encore un peu en freelance? Comment ça se passe en termes de répartition? Là, ton business est lancé, on va dire. Tout à fait. Là, actuellement, grâce aux revenus donc, de DevTheory et aux revenus Udemy, je vis bien de mes formations et de mes cours en ligne. Je fais également quelques missions de freelance, mais vraiment très peu de temps en temps. Et j'ai également, je travaille également sur d'autres projets dans lesquels je suis associé, mais ça rapporte pas vraiment beaucoup d'argent, ça en rapporte un petit peu, mais pas grand-chose. Donc c'est en ça que se divise mon temps, les projets associés, mes cours en ligne et un peu de freelance de temps en temps. Ok. Et tu t'es jamais, t'es développeur, donc tu as cette capacité de pouvoir construire un produit. On sait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui rêvent d'avoir le super pouvoir qu'on a, nous, les développeurs. T'as jamais eu l'envie de, je sais pas, développer un logiciel, un SaaS, un produit? T'as jamais senti comme ça une opportunité entrepreneuriale autour de ça? Et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Alors ça pourrait vraiment m'intéresser. J'ai jamais vu vraiment cette opportunité-là, mais parce que je me suis jamais vu le faire en fait. Je pense que si je me voyais le faire, si je me disais, ouais, ok, cette année j'aimerais bien lancer un service, lancer une SaaS quoi. Eh bien, je pense que je pourrais voir les petites opportunités, voir si elles sont bonnes ou pas, et éventuellement me lancer. Mais actuellement, c'est pas vraiment ce que je recherche. Je suis bien dans cet entrepreneuriat de cours en ligne
ligne, de création de contenu, et donc j'y reste. Mais je dis pas du tout que c'est impossible, que j'y arriverai jamais à ce genre de création de service, parce que je pense que ça pourrait arriver. C'est juste que c'est pas dans les plans actuellement. Ouais, et puis je pense que tu as raison. Il vaut mieux parfois, il vaut mieux même en règle générale, rester focus sur la partie qui rapporte le plus du business, que commencer à tester un peu tout et partir dans tous les sens. Alors, tu fais aussi, donc on disait, pas mal d'affiliations. C'est aussi une partie de ton business model. Pour les personnes qui savent pas, bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est de l'affiliation. L'affiliation, c'est le fait de vendre tes produits par l'intermédiaire d'une autre personne. C'est quelque chose que tu développes beaucoup, c'est une grosse partie de ton activité, parce que moi aussi ça m'intéresse, ce sujet m'intéresse. Voilà. Ben pour le coup, pas vraiment. J'en faisais quand j'étais donc sur Udemy, parce que c'était possible d'une certaine manière de promouvoir le cours de quelqu'un d'autre. Mais avec DevTheory, j'en ai pas fait beaucoup parce que en fait mes cours sont assez spécifiques. Ils sont assez avancés. Il faut, enfin, c'est pas qu'ils sont assez avancés, c'est qu'ils vont vers un niveau assez avancé. Et donc, généralement, ça convient pas forcément à certaines audiences qui sont plus sur du vraiment basique, enfin pas forcément basique, mais du intermédiaire en fait. Et donc, j'ai pas trop lancé ce système d'affiliation, mais petit à petit, je vais le faire justement parce que je pense que ça vaut le coup et que les cours les contenus que j'ai créés deviennent de plus en plus matures pour pouvoir également toucher cette audience-là et l'amener justement vers des niveaux un peu plus avancés dans ce que je propose. Donc petit à petit, ouais, l'affiliation va se faire, mais c'est quand même assez récent, tu vois. Ok. Tu fais des produits, tu vends donc des formations. Faire un produit, c'est quelque chose. Le vendre, faire, on va dire, le marketing, la communication, je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est une autre paire de manches. Est-ce que tu t'es formé, je sais pas, au copywriting, donc le copywriting, le fait d'écrire des pages de vente, etc. Tu t'es formé, t'as testé sur le tas. Comment t'as fait en fait, puisque c'est des compétences qui sont très importantes, je pense, dans nos domaines. Tout à fait. Ben, pour le coup, ouais, là-dessus, j'avais absolument aucune compétence. Et donc, je me suis formé. Je me suis formé à travers les formations de Marketing Mania que je conseille vraiment pour tous ceux qui veulent faire de l'entrepreneuriat, car elles sont très, très qualitatives. Et donc ces formations-là, justement, elles m'ont aidé à structurer mes offres, à savoir comment bien le créer, à savoir comment éventuellement bien le vendre. Pour être honnête, j'ai toujours une marge de progression énorme à faire en marketing, mais quand même, il va te fournir les bases, il va te fournir même plus que les bases dans cette vente, dans la création d'un business en ligne, en fait. Et donc, c'est très intéressant. Et c'est ça que j'ai beaucoup utilisé, donc les formations de Marketing Mania pour le marketing. Et ouais, c'est pas si simple, hein. On se rend compte que quand on est sur Udemy, ça vend tout seul parce que on fait pas le marketing, tout simplement. On crée juste le contenu. Mais quand c'est notre propre projet, là, on se dit, ah oui, donc c'est vraiment une partie importante, en fait, du taf à faire. Et donc ouais, la formation, ça devient nécessaire, quoi. Et tu t'écris toi-même tes pages de vente ou tu délègues à des copywriters ou comment ça se Alors pour passe? l'instant, je les écris encore. J'avais suivi le début de la formation copywriting de Stan, justement, Marketing Mania. Mais je pense que va venir un temps où je vais commencer à déléguer ça parce que j'ai pas forcément les compétences, les meilleures compétences pour faire du copywriting. D'accord. Et dans ton business, est-ce qu'il y a des choses que tu te mets à déléguer? C'est quelque chose c'est un sujet qui te tient à cœur ou pour toi, non, t'as pas assez de charges, on va dire, pour déléguer des tâches, alors que ce soit en copywriting, mais sur d'autres sujets, peut-être l'upload de vidéos, les miniatures, je sais pas, il y a tellement de choses qu'on peut déléguer. T'as un Tout à avis fait. là-dessus? Ouais, mon avis, c'est que ça va clairement venir. Je pense que quand DevTheory va être un peu plus gros au niveau du chiffre d'affaires, je pense que je vais vraiment commencer à déléguer des choses pour m'intéresser à uniquement de la création de contenu ou de la création de services internes à DevTheory. Mais je suis totalement pour cette idée de délégation. Donc c'est quelque chose qui arrivera totalement. Ça arrivera. Par exemple, sur une de mes offres, il y a le club GS Master. Donc c'est l'accès au Discord et l'accès aux actualités de la semaine où je fais une petite vidéo de veille techno en fait, juste pour le club. Eh bien, ce Discord-là, j'aimerais beaucoup qu'à l'avenir, il y ait quelqu'un qui puisse l'animer en fait, parce que je ne sais pas animer un Discord par exemple. Donc j'aimerais beaucoup qu'il y ait ça à l'avenir et c'est un exemple de ce que je ferais en termes de délégation.
D'accord. Et t'as jamais essayé justement de faire participer, ah non, j'allais dire ta communauté, mais non, donc ton Discord, c'est un Discord, on va dire privé qui est réservé aux Tout à membres fait. de ton club. D'accord. Et donc, le Discord, qu'est-ce qu'on y fait d'ailleurs dans ton Discord? C'est une sorte on va dire un mastermind, les gens discutent entre eux. Qu'est-ce qu'il y a sur ce Discord? C'est ça, ouais, les gens discutent entre eux. Je publie un peu ce que je vais penser, ce que je vais trouver par rapport à certains sujets. J'y publie bien sûr les actualités de la semaine. Et actuellement, c'est un Discord plutôt cosy en fait, dans le sens où les gens vont dire oh tiens j'ai un problème là-dessus, d'autres vont répondre ou moi je vais répondre ou d'autres gens veulent un avis sur cette technologie là et on va se parler entre nous. C'est assez cosy. Mais la raison pour laquelle j'ai créé un Discord privé, c'est principalement parce que j'aurais pas su justement gérer un Discord public. Je pense que parce que en tant que développeur, bon, on a quasiment tous Discord. Donc si j'ai 7000 abonnés, il y aurait eu pas mal de monde sur le Discord et c'est quand même un travail de savoir gérer un serveur, de savoir gérer une communauté vraiment à travers des messages instantanés comme ça. Et donc je sais que j'aurais pas pu faire ça. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit est-ce que tu as un Discord? J'aimerais bien venir dans le Discord de DevTheory, tout ça. Mais là, ça, eh bien, il est privé parce que je sais que j'aurais pas le temps, en fait. J'aurais vraiment pas le temps de gérer un Discord si jamais il était public. Et tu t'es pas dit que ça pouvait être un lieu qui pouvait être géré par la communauté. Alors moi, par exemple, à titre personnel, j'ai un Discord public, tout le monde peut y accéder. Et effectivement, voilà, ça prend trop de temps à administrer, à gérer, etc. Et du coup, moi, j'ai des personnes des volontaires en fait, des personnes qui me disent, voilà, moi, je suis intéressé pour modérer, pour animer, etc. Et tu t'es pas dit que ça pouvait éventuellement être quelque chose qui pourrait intéresser t'as pas eu des demandes d'ailleurs de ta communauté qui ont voulu peut-être administrer? Alors, j'ai pas eu de demande de personnes voulant administrer. J'ai simplement eu des demandes de personnes voulant venir dans le Discord. Mais après, je pense qu'un jour, ce Discord-là sera public, mais quand j'aurai délégué dans un cadre, quoi, la gestion de Discord, en fait. J'aimerais d'abord décrire la gestion du Discord, la déléguer, et là, à ce moment-là, je pourrais le mettre en public, mais avant ça, je préfère qu'il reste en privé, tout simplement. D'accord. Alors c'est marrant, enfin, ça m'intéresse beaucoup. Tu fais quoi en fait dans le Discord? Parce que moi, franchement, à titre personnel, je passe pas beaucoup de temps dessus. Je sais que j'ai installé des bots, on m'a demandé, enfin voilà, j'ai filé des droits pour installer les bots et tout, mais je vois pas concrètement qu'est-ce que je pourrais faire de plus. Alors si tu as des petits tuyaux comme ça à me filer, moi ça m'intéresse, des choses que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Tu partages des choses, je sais pas, tu réponds aux utilisateurs. Qu'est-ce que tu Ouais, fais je réponds pas mal, enfin je réponds pas mal, disons, je réponds aux utilisateurs totalement quand ils me posent une question quand ils ont un bug ou quand ils veulent une optimisation en JavaScript par exemple. Il y a Mhm. cette semaine, quelqu'un m'avait demandé par rapport à la commande npx, il avait un problème parce que son programme en bat s'installait à chaque fois ou quelque chose comme ça. Et donc j'ai simplement regardé un peu, je lui ai dit ah je pense que ça pourrait marcher. Et effectivement, ça avait marché et ça a réduit son temps D'accord. de mise en production, par exemple. Donc, c'est des choses un peu comme ça qui vont être spécifiques parfois ou simplement une demande d'avis sur une technologie, comme je t'avais dit. Après, là, ce que j'ai très envie de faire bientôt sur le Discord, c'est une sorte de FAQ du mois où ils vont me poser des questions sur un channel spécial et moi après je vais y répondre en vidéo et je posterai la vidéo au même endroit où je poste les actualités de la semaine. Et donc je pense que je peux également utiliser le Discord pour cette demande de questions-là pour après la création donc d'un contenu. Je pense que ça pourrait également être intéressant et ça permettrait de également mieux gérer mon temps pour répondre au Discord parce qu'ils poseraient tous les questions à un même endroit et moi je prendrais un temps dédié dans ma semaine ou dans mon mois pour y répondre et créer le contenu pour y répondre. Donc ouais, je pense que ces petites choses-là, ça marcherait. Yes, alors moi pour te filer un petit retour aussi d'expérience là-dessus, je sais qu'au Oui. début, moi j'ai un Slack privé, alors ça aurait pu être un Discord, mais c'est un Slack où justement il y a tous les membres de la formation, des formations, React, API, machin, sauf que effectivement ça prend mais énormément de temps si tu analyses les bugs des personnes, etc. Et c'est vrai que du coup moi j'ai mis en place un peu comme tu dis, un peu comme Stan le fait de Marketing Mania ou autre, c'est effectivement je centralise toutes les questions sont posées à un seul endroit. Moi, je prends dans la semaine, le jeudi, moi c'est le jeudi matin, je réponds à toutes les questions en vidéo, sont postées à un endroit et du coup tout le monde peut regarder en fait les réponses et ça évite d'avoir des doublons, ça évite. Et puis ça, en fait, ça centralise tout. Ça c'est vraiment bien, c'est que ça centralise toute ton attention en fait sur
une seule après-midi ou une seule matinée. Ça évite d'être tout le temps pingé tout au long de la semaine, puis d'avoir un thread en tête, de dire ah voilà, faut que je réponde à ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose Totalement. qui m'a en tout cas qui m'a enlevé vraiment un gros poids. Ouais, bah, je ferai ça alors. C'est quasiment sûr que je vais faire ça. Yes. Je voulais un peu enchaîner maintenant sur la partie un peu plus lifestyle, voyage. Je veux dire, tu es entrepreneur, tu peux travailler d'où tu veux dans le monde, j'ai envie de dire. Tu peux prendre ton sac à dos avec ton MacBook, alors je sais pas si c'est un MacBook, enfin ton ordinateur et partir voyager autour du monde. C'est quelque chose que tu as fait, tu m'as dit en début d'interview. Tout à fait, ouais. Le premier vrai voyage un peu nomade que j'ai fait, c'était à Montréal. Donc j'ai beaucoup aimé. J'y suis resté pas longtemps, je suis resté 2 mois. Après, je suis revenu sur Bordeaux. Et ensuite, je suis vraiment parti donc quasiment un an en Asie, principalement Thaïlande, mais également 2 mois au Vietnam. Et j'ai beaucoup apprécié, hein, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce mode de vie digital nomade que je voulais tester et que je continuerai à tester pendant je ne sais pas combien de temps, tant que ça me plaît, disons. Mais ouais, j'aime beaucoup ce mode de vie-là. Déjà parce que ça paraît petit, mais c'est quand même très cool quand donc tu viens d'Europe et donc tu vas en Asie et tu as toute ta matinée de quasiment fantôme en fait par rapport aux autres parce que tu vas avoir aucune notification ou quoi que ce soit. Tu vas pouvoir vraiment mettre en place des organisations tous les matins sur des choses à faire et ça j'ai beaucoup apprécié de ne pas être dérangé par certaines choses. Maintenant que je suis de retour en France, tu vois, je coupe l'application Discord, je mets mon téléphone sur pas de notification, comme ça j'ai un peu la même chose le matin. Mais sinon, en Asie, je faisais ça et c'était assez simple de le faire. Mais surtout, ce qui me plaît dans la vie de digital nomade, c'est découvrir les autres cultures, vivre un peu comme dans le même environnement que d'autres personnes vivent. Ça vraiment, je trouve, ça t'ouvre l'esprit de fou ça te met une relativité sur ton mode de vie qui est pas égalé si tu peux pas aller vivre là-bas, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et je pense que c'est également ton cas, tu vois. Ouais, c'est effectivement mon cas. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, ce décalage horaire, enfin, en tout cas, dans ce sens-là, puisque pour ceux qui travaillent avec les États-Unis, c'est un peu plus compliqué, mais Ouais, dans le sens, quand tu travailles avec l'Europe, c'est génial. Les matinées, c'est très calme, t'es jamais dérangé et ça, c'est vraiment cool. Après, pour les personnes qui travaillent, parce qu'il y a quand même beaucoup de freelance aussi dans ma communauté qui sont en Asie, justement, à Bali ou autre, euh, le petit problème, c'est que parfois, quand tu es obligé de travailler de manière synchrone avec ton équipe, c'est que tu peux ouais. travailler de 15 heures à 22, 23 heures. Mais bon, t'as au moins t'as tes petites matinées tranquilles. Est-ce que tu as envie de repartir visiter d'autres pays? C'est quelque chose que tu comptes faire après le Covid? Là, tu es en confinement. En France, on est en confinement là en ce moment, il me Tout à fait. semble, hein, c'est ça? Oui, et oui, j'ai beaucoup envie de repartir, notamment à Bali. J'ai beaucoup envie d'aller visiter Bali parce que j'y suis jamais allé. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de monde, pas mal de monde intéressant là-bas. Donc j'ai vraiment beaucoup envie de y aller. Et puis après, de manière générale, j'ai vraiment beaucoup apprécié mon temps en Asie. Et donc c'est clairement dans ces pays-là que je retournerai en premier. Et après, eh bien, je ne sais pas trop encore. Ok, super. On va bientôt arriver à la fin de ce podcast. On est quasiment à l'heure. Je voulais te poser la question, c'est quoi tes sujets phares en ce moment? Est-ce que tu es sur un projet de formation? Tu as un produit en ce moment? T'es sur quoi? C'est quoi tes sujets du moment? Tout à fait. Ben, en ce moment, comme tu peux le voir même sur la chaîne YouTube, c'est VS Code. Je fais pas Ouais. mal de vidéos sur VS Code parce que j'ai sorti un nouveau cours donc sur VS Code pour vraiment devenir productif, prendre en main ce logiciel-là et prendre en main également tous les outils de ce logiciel-là, c'est-à-dire le debugger qu'on oublie souvent alors que c'est vraiment une mine d'or, l'intégration de Git, le refactoring, les snippets, vraiment tout ce qui concerne VS Code de manière avancée. Eh bien, j'en parle dans ce cours-là et donc je fais pas mal de vidéos en ce moment dessus parce que j'ai de quoi dire dessus. Mon actualité actuellement, c'est vraiment VS Code. Et la prochaine actualité, ce sera le serverless. En ce moment, je me renseigne beaucoup sur tout ce qui est serverless. Et donc, je ferai probablement un cours dessus également, quelques vidéos YouTube. Super. Eh ben, on mettra un lien en dessous pour les personnes qui sont intéressées par ta formation sur Visual Studio Code, sur VS Code.
Juste, ça s'adresse à qui pour voilà, c'est quand même réservé aux débutants, aux personnes expérimentées. On est sur quel type Tout à fait. de Là, on reste sur du débutant, puisque je vais justement faire passer de débutant à avancé au niveau de VS Code. Donc là, je suis parti sur du débutant. Et si jamais vous êtes intermédiaire, eh bien, il y a les 2 premières sections sur les 8 qui vont peut-être être à zapper. Et après, ça va quand même être très intéressant parce que vraiment, le VS Code, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et une fois qu'on le maîtrise bien, on se rend compte que c'est un logiciel qui effectivement devient très productif. Et souvent, quand au départ on installe VS Code, eh bien, on a ces promesses-là de productivité, de rapidité, de simplicité. Et finalement, on se retrouve à simplement utiliser l'éditeur. Donc vraiment, VS Code, c'est beaucoup plus que ça. Et ce cours-là en parle, quoi. Ok, bah super. On mettra un lien pour les personnes intéressées dans la Super, description de ce podcast. Alors pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux entrepreneurs, aux développeurs, aux freelances, à toi de choisir à qui tu peux t'adresser, qui sont passés un peu par tes étapes, alors que ça soit la partie autodidacte par laquelle tu es passé ou par la partie freelancing par laquelle tu es passé, ou pas aussi la partie entrepreneuriat, vente de formation, je sais pas, des conseils, des erreurs à éviter? Oui, je pense que je pourrais dire, concernant les développeurs, c'est vraiment d'avoir une veille technologique. Si jamais on n'a pas de veille technologique et on reste sur ses connaissances déjà acquises, et hélas, on va soit baisser en prix, tout simplement, et donc gagner moins d'argent, ou soit, on va petit à petit être remplacé par les nouveaux développeurs, en fait, qui, eux, utilisent les nouvelles technologies, qui sont plus optimisées, plus simples à utiliser et qui sont futures. Donc, je sais que parfois, ça peut être dur de faire un gros switch de langage. Par exemple, moi, je suis passé d'une full stack PHP à une full stack JS, mais je pense que je dis pas que le PHP est mort, hein, loin de là, hein, mais je pense que c'était une bonne chose à faire parce que le JS a vraiment un beau futur devant lui, en fait. Et donc, et même au sein du JS, il y a énormément de choses à se renseigner. Donc, la veille technologique en tant que développeur, je pense que c'est ça que je conseillerais avant tout. Ok, et est-ce que tu aurais, pour terminer, un livre, un podcast, une ressource, une chaîne à recommander, quelque chose qui t'a ouvert l'esprit, on va dire, ou qui t'a vraiment aidé? Je t'ai pris un peu au dépourvu, mais peut-être, Ouais. je sais pas, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un podcast que tu écoutes régulièrement, un bouquin qui t'a plu, tout simplement. Oui, pour le coup, ouais, parlons d'un podcast. Le podcast que j'écoute assez régulièrement, c'est Génération Do It Yourself. Donc, c'est un podcast qui va parler de pas mal de personnes qui sont dans le business principalement, enfin dans un business principalement, mais des fois, ça peut être même des artistes ou des sportifs. Et je trouve ça très intéressant parce que ça va en profondeur dans leur parcours et ce qu'ils ont fait en fait dans leur création également. Et donc, avoir ces bouts de vie intéressantes d'autres personnes, je pense que c'est bien parce que ça remet également une sorte de petite subjectivité dans la nôtre. Donc, ouais, j'aime beaucoup ce podcast-là, Génération Do It Yourself. Ouais, c'est un podcast que je suis de temps en temps et que je recommande aussi. Eh ben, écoute, Brian, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Je te remercie d'avoir fait ce podcast avec moi, où on peut renvoyer les gens qui aimeraient en savoir plus sur toi. Alors, bien sûr, il y a la formation en dessous pour les gens qui sont intéressés, mais au-delà de la formation, vers quoi tu préfères les renvoyer? Ta chaîne YouTube, ton Twitter, je sais Oui, pas. je pense que le mieux, c'est la chaîne YouTube, effectivement. Après, pour ceux qui sont plutôt tweet, bien sûr, il y a le Twitter de DevTheory également, où je poste également les petites actualités que j'ai pas forcément assez de contenu pour faire une vidéo. Et je poste des petits tweets dessus. Mais généralement, oui, c'est plutôt la chaîne YouTube si vous êtes intéressé. C'est du contenu qui est pas très long. C'est des vidéos qui sont maximum de 10 minutes, 1 ou 2 fois par semaine. Et ça permet, je pense, vraiment d'avoir une bonne vision du JavaScript. En tout cas, Mike, je te remercie vraiment de m'avoir invité sur ce podcast. J'ai beaucoup aimé notre discussion. Eh ben, je te remercie. On mettra toutes les informations en dessous. Eh bien, salut. Salut. Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager et à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prendra 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure Hackers avec moi, bien sûr, abonne-toi.